Bonjour à tous. Merci Gérard Marouani de me passer la parole. Merci à Valérie Cormier-Daire de nous permettre de parler de l'imagerie aujourd'hui. Alors, voilà ce que vous allez avoir ce matin, enfin la première partie, donc quelques exposés assez courts, le mien en général, celui de Gabriel également, et Catherine, de façon un peu plus pointue, si j'ose dire, nous parlera des calcifications anormales de la matrice cartilagineuse. Puis ensuite, il y aura les deux ateliers sur le fœtus et l'enfant, et l'adolescent et l'adulte. Et ce que l'on n'a pas dit en première partie, on le dira en atelier. Donc on va essayer de faire un package, pas complet bien entendu, vu l'étendue du sujet, mais que vous ayez les idées que nous pensons utiles. Donc les fondamentaux du diagnostic radiologique d'une maladie osseuse constitutionnelle. Donc la diapositive suivante illustre un petit peu la problématique. Place de l'imagerie en 2017 dans ce contexte. On pourrait dire, dans le diagnostic initial d'une maladie osseuse constitutionnelle, l'imagerie, dans pas très longtemps, ça va être cette espèce d'outil agricole que l'on ne voit plus. Néanmoins, et je pense que beaucoup de gens sont encore d'accord, lors du diagnostic initial, l'imagerie a une place indiscutable, pour orienter en tout cas, et puis de toute façon dans le suivi, l'imagerie restera sûrement très utile pour suivre ces patients porteurs de ces maladies extrêmement diverses et variées. Donc ce matin, dans mon court exposé, je ne traiterai que ce qui peut concerner le nouveau-né, l'enfant et l'adolescent. On ne parlera pas de l'adulte, on ne parle pas du fœtus, mais bien entendu, les maladies osseuses constitutionnelles se découvrent et se suivent à tous ces âges-là. Vous connaissez les circonstances cliniques, qu'il s'agisse d'un suivi de diagnostic anténatal, une petite taille harmonieuse ou disharmonieuse, une incurvation, une luxation, des douleurs, des signes extrasquelettiques et, dans quelques cas, une découverte fortuite. Et ça, c'est finalement très intéressant parce que la découverte fortuite peut être du domaine de la radiologie. Alors, cette exploration radiologique, là, nous replaçons dans le cadre du diagnostic initial. Il n'y a pas de consensus. Il y a eu un papier récent dans Pédiatrique Radiologie de 2015 qui fait un petit peu la somme de ce qui est, disons, sur le marché. Et que ce soit une équipe anglaise, donc, que ce soit l'American College of Radiology, que ce soit le réseau européen de dysplasie squelettique, et que ce soit les recommandations de Cedars-Sinai, il n'y a pas de consensus. Alors que proposer ? Pas pour en faire un autre, mais pour notre pratique et puis peut-être notre réflexion. Mais je le répète, là, tout peut se discuter. Le bilan radiographique de base, à notre avis, doit comporter un thorax de face, un rachis lombaire et un bassin de face, les deux sur le même cliché. On les analysera différemment, mais les deux sur le même cliché. Un rachis lombaire de profil et un peu plus vers le haut, ça fait un thoraco-lombaire avec des informations. Un membre supérieur gauche de face, parce qu'en fait, il est plus facile à radiographier qu'un membre inférieur, surtout quand l'enfant grandit. Une main gauche de face et un genou gauche de face et de profil, mais toujours de face, c'est à partir de 3-4 ans de profil pour la patella. Bien sûr, des radios complémentaires, selon les cas, crâne, face et profil, mais à notre avis pas systématique, alors que c'est systématique pour certains. S'il y a des anomalies asymétriques, une exploration bilatérale. S'il y a des anomalies focales, bien sûr, une exploration dédiée paraît indispensable. De tout cela, les recommandations que l'on peut retenir, c'est que la qualité doit être optimale. On ne peut pas partir sur des hypothèses assez pointues si la qualité n'est pas optimale en termes d'incidence, en termes de paramètres d'exposition également. Bien sûr, les règles de radioprotection doivent être respectées, c'est une évidence. Alors j'insiste beaucoup sur le vecteur de l'image. Souvent, quand on a des dossiers qu'on nous présente, etc., c'est d'une reproduction de papier. Donc ça, je crois qu'il faut vraiment lutter contre. On doit exiger d'avoir des images en format d'ICOM présentées sous forme de CD. Et un autre point important dans ce bilan, c'est qu'il faut savoir que la répétition différée de cette exploration qui ne serait plus initiale, mais qui aurait les mêmes objectifs, permet d'apprécier l'évolution des signes radio qui peuvent permettre un diagnostic.
Le rachis en totalité, débat. Quand la question porte sur la statique, si l'enfant peut se tenir debout, bien entendu, il faudra des clichés de face et de profil en totalité, mais pas dans les autres cas. EOS, bien sûr, au mieux, mais pas tout le monde a EOS, et si on n'a pas EOS, on n'est pas forcément un criminel, hein, c'est comme ça. Et pour le suivi, bien entendu, c'est l'idéal, mais à mon sens, pas pour le bilan initial. Vous avez ici un exemple d'un enfant porteur d'une maladie osseuse constitutionnelle, où le rachis est certes bien visible, mais le bassin, qui est pourtant la clé du diagnostic, est très mal visible avec cette exploration. Bon, c'est un petit peu caricatural, mais c'est pour fixer. Point concernant le rachis cervical. Alors, le rachis cervical, c'est bien sûr un des focus majeurs de ce groupe pathologique. Quand doit-on l'explorer? Doit-on l'explorer en première intention ou doit-on l'explorer lorsque l'on a un diagnostic d'une atteinte ou d'un groupe d'atteintes qui va orienter vers une pathologie éventuelle du rachis cervical? Faut-il faire une radio ou une IRM? Pour ma part, je pense qu'il faut attendre que l'on soit devant une maladie qui peut poser problème à l'étage cervical, et dès qu'on peut, même tout petit, l'IRM est nettement supérieur à la radio, parce que là je vous ai montré une radio qui est pas mal, mais c'est rarement le cas. Et puis apprécier un calibre de canal, c'est tout très difficile. Bien entendu, recherche d'instabilité, recherche de rétrécissement pour prévenir une compression. Gabriel vous en parlera maintenant. On a notre bilan et on en est à la démarche diagnostique. Il y a plusieurs façons de voir les choses. La première, c'est Gabriel Khalifa qui nous l'a appris et qui vous en parlera, les 3 M, minéralisation, maturation, morphologie. Et c'est indissociable. Alors, la minéralisation, c'est facile pour les situations extrêmes, mais c'est beaucoup plus difficile dans les situations discrètes, autant en plus qu'en moins. La maturation, point fondamental, alors l'hémisquelette chez le tout petit, la tasse, même poignet, ou le genou ensuite, et la morphologie, c'est l'étape clé, la morphologie, le modelage, hein, ce M. Étape clé, identifier les variantes de la normale, rechercher les signes élémentaires, combiner l'ensemble des signes, c'est vraiment une des étapes de cette démarche. Et combiner au tableau clinique, je n'insiste pas assez, mais ces signes radio sont indissociables de la clinique et l'oublier, c'est faire une grande faute. Donc ces signes radio vont nous conduire à une hypothèse ou à une gamme diagnostique ou à pas d'hypothèse du tout. Et il faudra se référer à des collègues, il faudra se référer à des atlas, il faudra se référer à la nomenclature. Mais voilà. Puis alors, si la situation n'est plus au stade de diagnostic et à l'état évolutif, bien entendu, les mêmes questions se posent, mais avec une optique surveillance et pas diagnostic. Deuxième approche de la démarche diagnostique proposée par Ralph Lachman. Alors là, c'est plus simple, c'est en 3 étapes. La première, c'est la recherche d'une disproportion. Tronc, membre, disproportion sur un segment de membre, rhizo, méso, acro, pas toujours facile en radio, d'autant qu'on n'a pas toujours une vue complète, comme vous le voyez là. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est l'exploration de tout ce qui est transformation de la matrice cartilagineuse en os. Et donc cette ossification métaphyso-épiphysaire, qui va nous faire parler de platyspondylie ou de corps vertébraux irréguliers à l'étage rachidien, d'anomalies épiphysaires irrégulières, hypoplasiques sur les os longs, d'anomalies métaphysaires à type d'élargissement, à type d'irrégularité, pour arriver à une combinaison qui va nous orienter en fonction des signes rencontrés vers le normal, les dysplasies épiphysaires, dysplasies métaphysaires, etc. Vous avez la liste et la combinaison, c'est quand même bien connu, mais c'est cette étape-là. Puis il nous met en 3e étape les variantes du normal. Donc, je pense qu'il vaut mieux les voir avant, mais bon, c'était simplement, on ne va pas se permettre de critiquer cette proposition. 3e approche, c'est une approche anglaise, en ABC, et puis en même D. A, localisation anatomique. Quel est le segment atteint de façon prédominante? On l'a dit, rhizo, méso, acro, ou autre chose, rachis. Quelle est la région sur l'os? Métaphyse, diaphyse, épiphyse. Quel est l'os incriminé? Par exemple, une clavicule, par exemple, un ischion, etc. Démarche qui va orienter vers un diagnostic. Le B, c'est on analyse l'os lui-même avec les 5 S. La structure, quelle est la densité, avec les limites qu'on a fixées tout à l'heure. Y a-t-il des anomalies focales? Quelle est la forme? Quelle est la taille? Quel est le nombre des pièces rencontrées? Comment sont les tissus mous? Calcification? Quel est l'état de la graisse? Ça, c'est pour le B, tout
cette démarche intellectuelle, c'est cette exploration nous faire chercher des complications, des fractures, une instabilité radiologique, pouvant faire suspecter les signes qui peuvent faire suspecter une compression nerveuse, asymétrie de longueur, scoliose évolutive, ou alors liée au traitement lorsqu'on est dans le suivi. Et dernier point, mais on n'en parle pas aujourd'hui, c'est vivant-mort, bien sûr, pour les fœtus, mais c'est une classification 2003 un petit peu ancienne. Donc on en vient, quelle que soit la démarche que l'on a adoptée, on en vient aux cibles que l'on a choisies. Et la première, c'est le thorax. Alors le thorax est extrêmement riche en informations. Les côtes, bien entendu, leur nombre, existe-t-il une fusion, quelle est leur longueur, quelle est leur largeur, comment est la métaphyse antérieure, autant d'éléments qui peuvent nous orienter. Le rachis, bien entendu, on a quand même une forte partie de rachis. Y a-t-il des anomalies de segmentation, même si on ne les voit pas très bien? Quelle est la morphologie des corps vertébraux? Y a-t-il une incurvation? La scapula, point fondamental dans une démarche de certaines dysplasies ont une atteinte de la scapula, pas à cet âge-là, mais plutôt. Quel est l'état de l'humérus proximal? Il faut en profiter, on le voit. La clavicule, bien entendu, est-elle présente, est-elle large? Tous ces éléments sont apportés par le cliché du thorax. Voici trois exemples. Des côtes courtes, ici, voilà, des côtes courtes, dans le cadre d'une ciliopathie avec atteinte squelettique. Des anomalies numériques et des fusions, dans le cadre d'une dysostose avec atteinte vertébrale et costale. Et ici, beaucoup plus discret, mais c'est peut-être un message à emporter, regardez bien la largeur des côtes, elle est trop importante, elle est importante devant, elle est importante sur le côté, un peu moins derrière, c'est une maladie de surcharge lysosomale. Deuxième cible, le bassin. Alors le bassin, l'observateur doit penser que tout ça c'est de la métaphyse, tout CM c'est de la métaphyse, et tout CE c'est de l'épiphyse ou de l'épiphyse équivalent. Donc on est en plein dans ce qui nous intéresse finalement. C'est pour ça que c'est une cible majeure. L'ilion, quelle est sa forme? Comment sont ses contours? On sait que l'aile iliaque peut être un peu finement crénelée, mais pas beaucoup. Comment elle est chancrure sciatique? Elle ne doit pas être très fermée. Comment elle toit tabulaire? Elle est toujours un petit peu incurvée, mais pas verticale et pas horizontale. Le pubis, comment est l'os pubien? Comment est la symphyse pubienne? L'ischion, quelle est sa forme? Le foramen obturé est-il complet? Le fémur proximal, là il y a de la métaphyse, il y a de l'épiphyse, et on voit la diaphyse, et on apprécie l'angulation cervicale, donc autant d'éléments qui peuvent être des éléments clés. Et enfin, on a un morceau de rachis lombaire avec le canal lombaire, dont on voit ici 3 étages. Donc c'est quand même très intéressant. 3 exemples illustrant cette démarche. Un ilion qui n'est pas du tout normal, un toit du cotyle qui est complètement horizontal, une échancrure sciatique extrêmement fermée, des métaphyses extrêmement larges, avec une présentation très particulière de l'extrémité proximale du fémur. C'est une achondroplasie, c'est de nourrisson âgé de 6 mois. Autre exemple, l'ilion est tout à fait anormal, la métaphyse distale de l'ilion est également tout à fait anormale et crénelée. Le col est court, la métaphyse fémorale proximale est très irrégulière. On ne voit pas la vertèbre, mais il s'agit d'une dysplasie spondylométaphysaire de type Kosowski. L'élément principal est l'atteinte métaphysaire. Autre exemple, vous avez bien sûr une atteinte de tout ce qui est métaphysaire ou métaphysaire équivalent, avec en plus un aspect crénelé, un aspect très irrégulier ici, là et là, une anomalie épiphysaire, et puis vous le voyez, des anomalies vertébrales. Bien sûr, il y a d'autres clichés, hein, c'est simplement pour illustrer. Et nous sommes donc en présence d'une dysplasie spondylo-épimétaphysaire. Dans le cas présent, le caractère crénelé doit faire suspecter le diagnostic que vous voyez inscrit. Troisième cible, le rachis lombaire. Le rachis lombaire, segmentation, courbure. Une vertèbre, on va la regarder de face. Enfin, les vertèbres, on va les regarder de face. Elles sont rectangulaires. Alors, il y a des formules pour savoir si c'est platyspondylé un peu, pas beaucoup, mais c'est très compliqué. Discrète incurvation du latéral du corps. Les pédicules affleurent les limites du corps vertébral. Ça, c'est un point fondamental. Et la distance interpédiculaire augmente de haut en bas. Le profil, sur le profil, la vertèbre est rectangulaire, mais il existe une discrète incurvation médiane des plateaux, une discrète incurvation antérieure et une discrète incurvation postérieure. Et les plateaux sont réguliers.
Le canal lombaire, on peut l'apprécier sur l'incidence de profil, bien entendu. Il y a quelquefois une variante qui peut être un piège en T12, L1, voire L2. Et les espaces intervertébraux, on les regarde attentivement parce qu'on recherche des calcifications, on recherche des anomalies qui peuvent les intéresser, en particulier chez le sujet plus grand. Trois exemples ici. Le corps vertébral est totalement anormal. Le canal lombaire est étroit. Alors ce corps vertébral, il a une particularité, c'est qu'il est haut en arrière et il est relativement moins haut en avant. Ça peut orienter vers une dysplasie spondylo-épiphysaire tardive, mais déjà on sait qu'on est en présence d'une dysplasie spondylo quelque chose. Ici, un autre exemple avec une splatie spondylie extrêmement marquée et avec un signe très particulier qui sont ces pédicules qui sont situés vraiment à l'intérieur du corps vertébral. Dans le cas présent, c'était une dysplasie spondylo-métaphysaire de type Kozlowski. Et enfin, je ne sais pas si ça passe bien, cette déformation vertébrale très particulière, touchant tous les étages, avec une encoche très marquée sur le plateau supérieur et sur le plateau inférieur, témoignant d'un défaut majeur de la formation du corps vertébral, dans la même maladie que je viens de vous montrer quelques instants par son bassin. Autre cible, à ne pas louper, la main et le poignet, gauche, bref, par convention. La maturation est celle de Gorley-Shepyle, mais quelle est la validité lorsque l'on est dans des anomalies extrêmement marquées? Une vue globale va nous donner déjà une information sur la numération. Les phalanges, quelle est leur taille, quelle est leur forme? Existe-t-il des épiphyses en cône? Existe-t-il des épiphyses ivoires? Et j'attire votre attention sur le fait que la plaque métaphysaire ici est presque rectiligne, finement crénelée, mais très finement crénelée, à peine ogivale, mais vraiment de façon très discrète. Nous sommes dans le normal. Le métacarpe, le classique raccourcissement du quatrième, que l'on va suspecter en construisant cette ligne, qui ne doit pas couper la tête du troisième. Quel est le modelage proximal? Le modelage proximal doit être rectangulaire ou arrondi, jamais effilé. S'il existe une épiphyse fertile proximale de M2, c'est soit dans le normal, soit dans le très pathologique. Ça. Et puis c'est presque une vraie diaphyse, hein, un métacarpien, donc il est très intéressant de le regarder. Le carpe. Alors le carpe, c'est pas grand-chose au début, puis quand ça grandit, on va rechercher une fusion. Et alors, cible majeure, les os de l'avant-bras, que l'on peut voir peut-être un peu plus, avec l'épiphyse radiale, dont on apprécie la hauteur, et en particulier la hauteur médiale, la métaphyse de ces deux os et l'incurvation éventuelle, ce sont des clés qu'il ne faut pas manquer. Trois exemples. Ici, l'élément sémiologique dominant, enfin il y a plusieurs éléments dominants, c'est l'aspect effilé de la base des métacarpiens, c'est l'aspect tout à fait anormal de la moelle osseuse. Nous sommes en présence d'une maladie surcharge lysosomale. Ici, c'est peut-être un peu plus discret, mais je voudrais bien vous le montrer, c'est la déformation en lunule, ici, des plaques métaphysaires, et qui oriente, avec ces anomalies métaphysaires, vers une dysplasie métaphysaire qui, dans le cas présent, est un cartilagère hypoplasia. Et sur cette diapositive de droite, ici, nous avons des épiphyses ivoires, des épiphyses en cône, en nombre important, une condensation peut-être, mais il faut se méfier des reproductions. C'est un rhinotrichophalangien de type 2. Voilà, c'était pour illustrer l'épiphyse en cône. Genou, dernière cible. Maturation selon Pyle-EOR si besoin. Diaphyse, bien sûr, on a la diaphyse du tibia, on a la diaphyse du fémur, et on doit apprécier l'évasement métaphysaire tout à fait normal. On doit apprécier la déminéralisation, si l'on peut, l'épaisseur de la corticale, la métaphyse, son incurvation est régulière, sa charge calcique, bon là il y a quelques stries d'arrêt de croissance, mais sa charge calcique est harmonieusement répartie et bien visible. Il peut exister des becs physiologiques de part et d'autre, et avant la fin de la maturation, il y a toujours un petit débord de la métaphyse par rapport à l'épiphyse, puisqu'il y a en fait la maquette cartilagineuse qui est non encore ossifiée. C'est un point important. L'épiphyse, on apprécie sa taille, difficile à apprécier, mais il y a des mesures,
que ça intéresse. Et puis, ces contours sont réguliers ou quelquefois finement crénelés sans que cela soit pathologique. Et enfin, la patella, qui apparaît vers 3-4 ans. C'est pour ça qu'il est intéressant de réaliser une radio de profil après 3-4 ans. Elle peut être absente ou elle peut être présenter des formes qui vont orienter vers telle ou telle maladie. Je pense à les doubles patella. 3 exemples. Une anomalie métaphysaire majeure, avec une irrégularité et un élargissement évident d'une dysplasie métaphysaire de Schmitt. Une anomalie épiphysaire, avec des épiphyses qui sont petites et irrégulières. C'est un enfant beaucoup plus grand, mais ceci ne change rien, une dysplasie polyépiphysaire. Et ici, c'est un genou, mais le problème finalement est ailleurs. On a une ostéocondensation, on a un défaut de modelage métaphysodiaphysaire d'une dysplasie hématodiaphysaire de Ghosal, mais si on a comme porte d'entrée le genou, vous voyez, on a des signes élémentaires qui sont bien visibles. Donc, le diagnostic radiologique d'une maladie osseuse constitutionnelle, il faut un bilan adapté, bien entendu. Il y a une première étape, puis après on peut compléter, que ce soit pour le diagnostic ou pour le suivi. L'analyse méthodique, et on a 3 pense-bêtes, pour ne rien oublier. Les propositions de diagnostic doivent être en cohérence avec la clinique. Et il faut travailler en réseau, il faut se faire aider, il faut avoir des références. À mon sens, c'est totalement indispensable. Et puis, en conclusion, je voudrais illustrer les fondamentaux par cela. Regardez les maladies osseuses en radio, c'est un petit peu comme regarder par un trou de serrure. Et ce que verra l'observateur, c'est un champ de vue. Ça dépend de son champ de vue. Ça dépend de son acuité visuelle. Et ça dépend aussi de sa pertinence. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a on a un peu de temps pour quelques questions. Moi j'ai une question. S'il y a un consensus sur les examens radiologiques, ça se passe pas, à faire, est-ce que je ne sais pas si sur le site on pourrait. Ça oui, ce sera accessible. D'accord. Oui. Est-ce que vous pensez que c'est... Non, mais après, ça serait intéressant qu'il y ait justement le mode d'exploration lors du bilan initial. Mais ça fait partie des fiches. Voilà. C'est tout à fait. Ça fait partie du GT. Enfin, c'est en commun entre les. Peu importe, ça fait partie des fiches de guidelines proposées. Tout à fait. D'accord. Oui, il y avait la même chose pour le diagnostic anténatal. Voilà. Tout à fait. Il y aura 2 fiches. D'accord. Et je crois que c'est indispensable. Voilà. Et après, la présentation sera accessible sur le. Ça, c'est important aussi. Très bien. Merci pour cette présentation très didactique. Est-ce qu'il y a des questions ? Je pense qu'il faut distinguer les images radiologiques de base quand on a un diagnostic, mais très souvent, les malades que j'ai eu l'occasion de voir n'avaient pas eu de diagnostic. On avait simplement pensé à une affection osseuse parce qu'ils étaient de petite taille et on faisait une multitude de clichés. Alors que personnellement, moi je demandais 3 clichés, un rachis de profil, des membres inférieurs de face et une main. D'autre part, en ce qui concerne l'exploration radiologique du rachis cervical, je pense qu'il est important, quand il y a une dysplasie osseuse, de faire des clichés en flexion et en extension qui permettent de bien voir la stabilité. Oui, je partage tout à fait votre point de vue sur l'exploration du rachis cervical. Simplement, mon propos a voulu souligner, on peut voir une instabilité par des clichés, mais ces clichés ne sont pas toujours parfaits, et alors que l'appréciation d'un trouble de la statique peut être fait en IRM. Le seul problème, c'est quand l'enfant est petit, où à ce moment-là, l'IRM doit être faite sous sédation, et il est toujours délicat d'imprimer une incurvation dans un sens ou dans l'autre à un enfant sous sédation. Mais dès que l'enfant grandit et peut supporter lui-même l'IRM sans sédation, l'exploration
sous IRM est, à mon sens, beaucoup plus pertinente que les clichés simples. C'est une évolution par rapport à ce qui était proposé.